Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de votre émission. Nous allons parler aujourd'hui d'une problématique qui préoccupe tout le monde. La garde des tout petits enfants lorsque les mères sont des femmes fonctionnaires est une problématique donc qui mérite qu'on s'y penche. Quand la maman n'a que 14 semaines de repos comme congé de maternité après son accouchement, elle est tenue de reprendre le chemin du bureau alors que son bébé n'a que 2 mois. Dans ce cas et dans plusieurs autres cas d'ailleurs, la garde des enfants constitue un véritable casse-tête pour la femme. Quelle conduite adopter? Comment gérer une telle situation sans se sentir coupable d'avoir délaissé son petit bout de chou à la maison? Quelle est la part de responsabilité du papa dans ce processus? Autant de questions à poser à la présidente de Osam ONG qui s'intéresse particulièrement à cette question. Madame Mariette Douceau, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Et merci d'être là. Merci. Alors, avant de vous poser ces questions et bien d'autres que j'ai, nous allons poser la question aux populations de Cotonou pour qu'elles nous disent ce qu'elles pensent de la garde des tout-petits lorsque la mère est fonctionnaire. La faute incombe aux 2 parents. L'éducation principale dépend à la fois du papa et de la maman. On ne peut pas se déplacer, aller au bureau ou dans les services avec les enfants. On est obligé de, disons, de les mettre à côté de quelqu'un ou bien de les confier. L'idéal est de les confier à ses parents. Les parents sont plus proches, c'est votre sang. C'est plus direct, c'est plus facile. Ils donnent à vos enfants l'éducation que vous avez reçue. Mais actuellement, tous les parents ne sont plus aptes. Si vous avez des parents vivants, c'est bon. Mais si vous n'avez pas de parents vivants, vous êtes obligé de faire appel au service dont vous parlez. Et quand vous faites appel à ces services, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage est que vous êtes libre pour aller faire votre travail. Mais l'inconvénient, c'est que l'éducation que l'enfant reçoit est l'éducation que celui à qui vous l'avez confié lui donne. Les gens disent que quand un enfant se comporte mal, c'est la faute à sa maman. Mais non, ce n'est pas la faute à sa maman. Ta maman peut te donner une bonne éducation. Mais toi, tu peux en décider autrement. Et prendre ce que tu vois dans la rue. Si vous prenez un domestique, il va vous aider. Le temps que vous êtes au travail. Mais vous avez d'autres préoccupations. Vous n'avez pas le temps. Et les domestiques vont s'occuper de l'enfant. Mais il faut venir contrôler aussi. Parce qu'il y a d'autres domestiques, les enfants là vont croire que c'est les mamans. Les choix et tout ça là. Et si elles n'ont pas un bon comportement, ça aura des impacts sur votre enfant. Mais c'est à vous de tester toujours. Il y a des contrôles inopinés. Vous allez voir si effectivement l'éducation là, ça marche. L'éducation de nos progénitures n'incombe pas seulement à la maman. Quand on dit il y a la mère et le père, les deux vont de pair. Mais pourquoi les gens insultent les mamans directement? C'est parce que c'est la maman qui est plus avec l'enfant dès la naissance. Le papa, lui, n'a pas le temps. En quête du travail, en quête de la nourriture, du pain quotidien. Donc le père n'a pas le temps, comme la maman. Mais le père, quoi qu'on dise, a son dernier mot. Voilà, Madame Douceau, ils ont dit beaucoup de choses intéressantes. Hein. Ils ont compris. Alors dites-nous, les mamans sont obligées de confier leurs enfants à des tierces personnes. Vous avez suivi. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce que les auditeurs ont dit, les téléspectateurs? Ok. Merci pour ce Vox Populi. Avant de donner mon avis, je tiens à faire un clin d'œil spécial à ces bonnes volontés qui se sont prononcées sur notre préoccupation du jour. Oui. Je voudrais également vous dire un sincère merci
Madame la journaliste, pour cette invitation. Merci. De ce Vox Populi, je retiens 2 éléments que je trouve très importants. Le premier, c'est que la responsabilité éducative des enfants incombe aux 2 parents. Ce n'est pas seulement la femme qui est responsable de l'éducation des enfants. La deuxième chose, la question de la garde des tout-petits est une préoccupation qu'il importe pour nous d'en discuter. C'est effectivement un problème, comme c'est un sérieux problème. Voilà, dans ce reportage. Et je voudrais partager avec vous la citation d'un auteur qui dit, parlant de l'éducation des enfants, qu'il existe une responsabilité sociale dont personne ne peut se dégager. Aussi bien le père et la mère, les frères et sœurs, les cousins, les cousines, les tantes, les oncles. Tout le monde est responsable de l'éducation de l'enfant. L'école et même la rue a un impact sur l'éducation des enfants. D'accord. Voilà. Et quand la maman est obligée, Madame Doussor, de confier son enfant, comme on l'a dit, on a un certain nombre de semaines selon le Code du travail. Lorsque vous êtes fonctionnaire, vous devez à un certain moment laisser votre enfant. Vous n'avez pas le choix. Quel est le sentiment que la maman peut ressentir quand elle est obligée de laisser son enfant de 2 mois à quelqu'un d'autre pour vaquer à d'autres occupations professionnelles? Merci pour la pertinence de votre préoccupation. Et permettez-moi, avant d'y revenir, de faire quelques constats. D'abord, de nos jours, les femmes sont beaucoup plus sur le marché de l'emploi, ce qui rentre en conflit avec leur rôle traditionnel. En dehors de cela, il y a la cherté de la vie qui fait que pour l'équilibre économique du ménage, il faut aussi bien les revenus de l'homme que les revenus de la femme. Et le troisième constat, c'est quelle serait la fierté des parents de voir, après plusieurs années de sacrifice, leur fille à la maison, à ne s'occuper que des enfants. Voilà, de l'occupation et de l'éducation des enfants. Et pour finir, je dois vous dire que jusqu'à présent, aucune étude n'a montré un lien entre l'occupation professionnelle de la mère et l'équilibre psycho-social de l'enfant. Par exemple, vous pouvez voir l'enfant d'une femme fonctionnaire réussir là où l'enfant d'une femme ménagère échoue et vice-versa. Le constat général, vous êtes mère et je le suis également. C'est un sentiment de culpabilité pour les mères, le fait de confier leur enfant à une tierce personne ou à un centre pour pouvoir se consacrer à leur occupation professionnelle. Elles se sentent coupables, pourquoi? Voilà. C'est légitime. C'est légitime parce qu'il y a un lien très fort entre la mère et son enfant. Surtout quand cette séparation doit s'opérer un peu plus tôt. Nous aurons le temps d'en discuter au cours de nos échanges. Et le sentiment de culpabilité réside dans le fait que les mères auraient souhaité être auprès de leurs enfants pour les dorloter, pour les chouchouter pendant ce temps qu'elles consacrent plutôt à leur travail. Elles auraient souhaité être à la maison pour leur faire les mets préférés, pour les bercer, pourquoi pas quand les enfants vont vouloir dormir. Et c'est ce sentiment qui anime beaucoup les femmes lorsqu'elles sont obligées de confier leur enfant à une tierce personne ou à un centre réputé pour le faire, pour pouvoir se consacrer à leur occupation professionnelle. Donc elles se sentent déchirées de part et d'autre. Comment faire? De l'autre côté, on ne peut pas laisser l'enfant. En fait, on ne peut pas sacrifier le travail parce que vous l'avez souligné tantôt, c'est important aujourd'hui à cause de la cherté de la vie. Et puis, on n'est plus à ce rôle primaire de la femme qui doit juste être là
pour faire des enfants et s'occuper juste du mari. Et d'ailleurs, les maris d'aujourd'hui n'aiment pas ça, Madame Douceau. Vous avez raison. Ben oui, vous constituez un fardeau, une charge énorme, et puis ils préfèrent ceux-là ou celles-là qui sont des épaules ou des aides. Donc oui. voilà un peu, elles sont déchirées, vous voulez nous dire. Bien sûr. Alors, dites-nous, Madame Douceau, vous qui vous intéressez particulièrement à cette problématique, quelles sont les différentes options, les différents types de garde qui s'offrent à une mère obligée de laisser ses enfants à quelqu'un d'autre? Initialement, il y a deux options. Le couple peut faire l'option d'une garde collective ou d'une garde individuelle. Quelle que soit l'option choisie, il y a des avantages et des inconvénients. Nous allons certainement en parler. D'accord. Parlant de la garde collective, ça rassemble les crèches, les garderies et les garderies scolaires. Et dans ces structures, c'est des centres qui sont conçus et adaptés au développement de l'enfant. Les personnes qui travaillent sont des professionnels. Vous allez rencontrer dans ces centres des auxiliaires, des puéricultrices, des assistants sociaux et parfois même des éducateurs spécialisés. Voilà. Quel avantage présentent ces centres? Je l'ai dit, le cadre est parfaitement adapté et le matériel est adapté. Votre enfant est dans un cadre qui est bien sécurisé. Et le grand avantage que ça offre, c'est que votre enfant, dès le bas âge, apprend la vie en communauté. Et cela est important. Et ça, c'est l'avantage des crèches-garderies, ça. voilà. Mais déjà, le petit revers qu'il y a, on parle du revers de la médaille de la collectivité. Qu'est-ce que cela signifie? Oui. C'est pour aborder les inconvénients. C'est vrai, l'avantage, c'est que l'enfant apprend en même temps la vie en communauté, mais en même temps, l'enfant peut tomber souvent malade. Et qu'est-ce qui peut favoriser ces genres de maladies? Infections à répétition. Oui. Et je vais vous dire que c'est un mal qui fait du bien, parce qu'il faut bien que l'enfant rencontre les germes pour pouvoir consolider son immunité. Donc, ce n'est pas que mauvais. Oui. Voilà. L'autre difficulté par rapport à cette option de garde collective, c'est que les heures sont fixes. Et ça a un coût, un surcoût, je dirais. Lorsque vous faites l'option d'envoyer votre enfant dans une crèche ou une garderie, forcément, vous allez acheter plus de couches bébés. Et si déjà votre enfant mange, c'est que vous devez payer la cantine. Et cela a un surcoût. Donc, pour pouvoir choisir, il faut peser le pour et le contre. Et voir si le couple en a vraiment les moyens. Si le couple a les reins vraiment solides. Bien sûr. Et pour parler de l'option de garde individuelle, c'est ce que nous faisons. Je vais parler des grands-mères surtout, où lorsqu'on a encore la chance d'en avoir une. Bien sûr, en dehors des grands-mères, pour ce type de garde, nous avons les nounous. Le couple peut faire l'option d'embaucher une nounou pour la garde personnalisée de son enfant, ou bien ce que nous appelons communément les domestiques, qui cumulent à la fois le travail de nounou et de femme de ménage, ce qui est à éviter à tout prix. Et l'avantage que présente ce mode de garde, c'est quoi? Et votre enfant bénéficie d'une présence chaleureuse et personnalisée. Et lorsque vous n'êtes pas là, et si c'est sur une longue période, l'enfant peut faire un transfert de sentiments, jusqu'à même penser que c'est la nounou qui est sa mère et l'appelle mère. Si c'est des professionnels, elles essayent d'assurer cette sécurité affective-là. En quoi faisant? C'est en parlant de la maman en son absence à l'enfant. Coucou, maman sera là tout à l'heure.
Maman t'aime très fort. Voilà, autant de façons de parler de la mère en son absence pour pouvoir maintenir ce lien-là entre la mère et son enfant. Et vous n'allez pas demander cela à une nounou. Oh, la plupart du temps, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à y voir. C'est parce que dans la plupart des cas, ce n'est pas des professionnels. Parce qu'une nounou professionnelle ne prendra pas 15 000, 20 000 pour à la fois le ménage et s'occuper d'un enfant. Votre enfant. Oui. Non, voilà. D'accord. Et puis, il y a aussi le fait que les crèches garderies, c'est vrai que ce sont des professionnels, mais Madame Douceau, on en a déjà rencontré de ces crèches garderies-là où il y a des problèmes. Parfois même, je ne serai pas trop pessimiste, mais il y a des crèches garderies vraiment à ne pas recommander. Il n'y a pas que les petites maladies dont vous parlez et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du système immunitaire. Non, il y a des crèches garderies. Franchement, vous déposez votre enfant avec le surcoût dont vous parlez, mais ce n'est pas la joie. Il faut savoir là aussi faire le choix. Évidemment, et c'est le travail que nous faisons au niveau de l'organisation de services d'aide à la mère et l'enfant. Nous allons y revenir, Madame la journaliste. D'accord. Et du côté, parce que je n'en ai pas fini avec vous parlant, bien sûr, des conséquences, du côté de la nounou, vous n'êtes pas aussi à l'abri des sévices, n'est-ce pas? Des sévices corporels et consorts, puisque vous avez déjà abordé les avantages et les inconvénients de chaque option. Oui. Donc, j'aimerais que vous reveniez là-dessus. Ok, c'est important, je trouve ça très important, je dirais. Lorsque vous avez une nounou que vous-même vous traitez déjà mal, soyez sûr que votre tout petit sera maltraité. Voilà. Et le grand risque ou la grande difficulté pour ce qui concerne la nounou, c'est qu'un matin, un beau matin, elle peut vous lâcher. Et j'en ai fait l'expérience. Permettez-moi de partager avec vous. Allez-y rapidement. Où la nounou était habituée à venir à 7 heures et à rentrer à 18 heures après mon retour du travail. Un beau lundi matin où je me prépare pour aller sur mon lieu de travail. 7h, 7h15, elle n'est pas déjà venue. Et là, je commence par m'inquiéter, me poser de petites questions au fond de moi-même. Quand subitement mon téléphone sonne, je décroche, c'est elle. Bonjour maman, je dis bonjour ma chérie. Elle dit, je suis vraiment désolée. J'ai un empêchement. Je ne pourrai plus continuer le travail. J'ai trouvé mieux ailleurs. Wow. Imaginez-vous. À l'heure là. À quelques minutes de l'heure à laquelle vous êtes supposé être sur votre lieu de travail. Ça vous perturbe. Ça vous met dans un stress énorme. Qui ne dit pas son nom. Et là, on est troublé. Est-ce qu'il faut rester à la maison? Où est-ce que je vais déposer mon enfant maintenant? On commence par appeler les parents s'ils sont dans la même ville ou une amie ou ceci, cela. C'est la grande difficulté qui est liée à ce type de garde. Et aussi, je peux partager avec vous une deuxième expérience vécue par une de mes amies. Oui. Où le couple a l'habitude de laisser l'enfant à la nounou pendant les heures de travail. Également, elle doit faire le ménage. Donc, voulant profiter du temps de sommeil du tout petit, la nounou elle a enfermé l'enfant pour aller faire quelques courses. L'enfant qui allait déjà à 4 pattes s'est réveillé, il n'y avait personne, il s'est débrouillé pour tirer une chaise, il est monté sur la chaise, après sur la table, et puis il est tombé. Non. Il s'est cassé un peu la tête. Et imaginez-vous, à son retour, quand elle a ouvert la porte, l'enfant était en pleurs et dans du sang. Ce n'est pas des situations qu'on souhaite, mais c'est des choses qui arrivent. Et il faut en tenir compte dans les choix que nous faisons pour la garde et la surveillance de nos chers enfants. Oui, c'est vrai que si on doit parler des inconvénients, il y en a tellement et des avantages aussi, hein, il faut le dire. Alors, Madame Douceau, comment préparer et gérer cette garde-là des tout-petits? Et vous allez profiter pour nous parler du rôle du papa dans cette histoire-là. Ok. Parlant de comment procéder,
je dois vous dire que ce n'est pas du tout difficile. La première chose à faire, c'est l'anticipation. Il faut anticiper, c'est important. Lorsque vous êtes dans un contexte comme le nôtre, où les congés de maternité, vous avez dit tout à l'heure, c'est de 14 semaines, donc 6 semaines avant l'accouchement et 8 semaines après l'accouchement. Donc votre tout petit, théoriquement, aura 2 mois lorsque vous allez vouloir reprendre le travail. Déjà 1 mois plus tôt, le couple doit discuter de la question. Discuter et s'entendre sur une option. Ça fait la première étape. Dès que l'option est retenue, listez toutes vos possibilités en pesant le pour et le contre. C'est-à-dire les avantages et les inconvénients, comme on vient d'en parler. Et ensuite, c'est très important que la mère se prépare psychologiquement. Parce que, à vrai dire, c'est une période qui est très délicate et souvent mal vécue par les jeunes mamans. Il faut que la mère se prépare psychologiquement. Il faut préparer psychologiquement l'enfant en lui parlant de la mémé ou déjà de la nounou qui désormais va s'occuper de lui. Ou des professionnels dans une crèche garderie. Voilà, peu importe l'option. S'occuper de lui. Il faut en parler, il faut préparer l'enfant. Et en dehors de cela, il faut faire des tests. C'est quoi ces tests-là? Oui. Déjà, vous pouvez, quelques semaines plus tôt, si c'est la mémé qui va garder ou bien c'est dans une crèche garderie, vous faites l'option d'envoyer l'enfant pour une demi-journée pour étudier et évaluer son comportement dans son nouveau cadre. Oui. Voilà. Après, vous pouvez passer à 6 heures, à 8 heures. Mais ce qui est important, c'est de maintenir le même mode de garde pour que l'enfant s'habitue, pour qu'il s'adapte. Et il y a un élément très important que nous, les femmes, nous avons l'habitude de négliger. Dites-nous. Voilà. Quand nous laissons les enfants, que ce soit à une personne ou dans une crèche, nous regardons trop derrière. C'est-à-dire? Nous ne sommes pas tout à fait rassurés. Et ça agit sur l'enfant. Si je confie mon tout petit à, je dirais, sa grand-mère et que toutes les 30 minutes, je dois appeler pour avoir de ses nouvelles, c'est que la première chose, moi-même, je ne serai pas concentrée sur ce que je fais. Oui, ça c'est sûr. Et de plus, le parent ou la structure peut être agacé par vos nombreux appels. Voilà. En dehors de cela, l'enfant même ne pourra pas s'attacher à la personne à qui vous la laissez. Donc, on doit faire confiance à l'enfant et compter sur lui qu'il est. C'est sûr, on s'assure que l'enfant peut s'adapter. On doit lui faire confiance. Et si c'est un bébé de 2 mois, vous pensez, Madame Doucet, qu'il faut lui faire confiance, que l'enfant puisse s'adapter? Oui, parce que dans tous les cas, vous ne pouvez pas l'amener sur votre lieu de travail. Donc, il faut faire avec ce que l'on a. Mais tout en prenant les dispositions pour sa sécurité et son bien-être, bien sûr. D'accord. Et je sais que ça vous préoccupe, les difficultés que les mamans rencontrent dans de telles situations. Parlez-nous-en rapidement. Les difficultés, nous avons déjà abordé quelques-unes tout à l'heure. Et la première difficulté, c'est que les mères fonctionnaires qui ont des enfants en bas âge n'ont vraiment pas du temps pour consacrer à leur progéniture. Et pour compenser cela, qu'est-ce qu'elles font? Elles répondent à tout ce qui est besoin matériel pour l'enfant. C'est des enfants qui, la plupart du temps, ne manquent de rien. Voilà. La seconde difficulté, c'est que les modes de fonctionnement de ces crèches-garderies ne correspondent pas, ne sont pas adaptés, je dirais, au fonctionnement des mères qui ont des enfants en bas âge. Mais toutefois, si une mère commence par envoyer son enfant dans une garderie, elle peut s'habituer à la garderie jusqu'à ce que parfois, lorsqu'elle a des empêchements et qu'elle ne peut pas venir chercher l'enfant dans le délai imparti les heures fixes, elle peut négocier une prolongation de garde. Qu'il y ait une petite flexibilité. Et l'autre chose, il y a les horaires du travail à temps plein. C'est également difficile pour les mères. Ce n'est pas très compatible avec la fonction de mère, surtout lorsque les enfants sont
en bas âge, c'est un peu les difficultés que rencontrent. D'accord. Et pourquoi votre ONG, dont vous êtes la présidente, aux ONG, s'intéresse particulièrement à cette problématique-là? Et qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là pour que les mamans soient rassurées dans la garde de leurs tout-petits? Merci, Madame la journaliste. Avant de revenir à cette question, je vais rapidement parler du rôle que joue le papa dans tout ce processus. Voilà. Rapidement. Et qu'est-ce qu'il doit faire? La première chose, le papa doit déjà participer au choix du mode de garde. C'est-à-dire, la responsabilité doit être partagée. Il doit être associé. Et n'oubliez pas, le père est au cœur de la relation mère-enfant parce que plus tard, c'est lui qui aide les enfants à acquérir leur autonomie. Et l'autre chose aussi, lorsque le papa est impliqué et que son programme le permet, il peut choisir des jours pour faire plaisir à sa femme. Des jours sur lesquels il peut déposer l'enfant à la crèche ou chez le parent qui doit s'en occuper en leur absence, ou bien les ramener à la maison. C'est un peu le rôle que joue le papa dans ce processus. Et pour revenir à ce que fait l'organisation de services d'aide à la mère et à l'enfant, laissez-moi vous dire que nous intervenons, je dois dire, dans la formation des professionnels qui travaillent dans ces centres-là, les crèches, garderies. Et il y a aussi des centres qui forment les auxiliaires, les nounous pour la garde des enfants. Nous intervenons dans leur renforcement de capacité d'une part et aussi dans les formations continues pour pouvoir améliorer la prise en charge des enfants en absence de leurs parents. Et l'autre chose, nous essayons d'écouter ces parents-là qui sont en difficulté pour la garde de leurs enfants. Nous les écoutons, nous discutons avec les parents et nous les orientons vers les garderies pour une prise en charge personnalisée de leurs enfants. Je vous remercie, Madame la journaliste. Merci, Madame Douceau. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Fin de l'émission Pas de vie. Merci à vous. Merci, Madame Douceau. Vous étiez là pour parler de la garde des tout-petits. Merci d'avoir répondu présente à cette invitation et j'espère vous revoir parce qu'avec vous, on ne s'ennuie pas. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite pour un nouveau numéro de Pas de vie.